4 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Fraternité Midi Magazine. Au sommaire, les élus locaux, leaders religieux, forces de l'ordre et autres acteurs de la société civile mieux renseignés sur les techniques de règlement de conflits. C'est à travers un atelier organisé par le projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent et à la lutte contre les conflits liés à la transhumance. L'atelier a eu lieu dans la ville de Parakou ce mercredi. Les précisions sont à suivre. Journée mondiale de l'alimentation ce mercredi 16 octobre. La célébration vise à renforcer la sensibilisation et promouvoir l'action en faveur des personnes souffrant de la faim dans le monde. La situation n'est pas reluisante au Bénin. Vous aurez les précisions et puis des mobiliers à l'endroit à certaines écoles primaires publiques de Parakou. C'est un don de l'honorable Viviane Tama, un geste qui constitue une réponse aux difficultés auxquelles sont confrontées la plupart des écoles en début d'année scolaire. Voilà pour le sommaire, les principaux titres, le développement juste après cette transition. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Le nouvel ambassadeur du Niger au Bénin est connu. Il s'agit de Kakade Bachiou. Sa nomination a été approuvée par le gouvernement béninois à travers une réponse favorable donnée à la demande d'agrément introduite par voie diplomatique par Niamey ce mercredi 16 octobre 2024. Kakade Bachiou peut désormais rejoindre son poste à Cotonou où il devra présenter les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du Bénin. Ensuite, il procédera à la présentation de ces lettres de créance au chef de l'État béninois au palais de la Marina. Cette nomination intervient dans un contexte de relations tendues entre les deux pays voisins depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. Avec l'arrivée du nouvel ambassadeur, les deux États espèrent désormais pouvoir renouer pleinement leurs relations diplomatiques et relancer leur coopération dans les domaines de l'économie, la sécurité ou encore les infrastructures. On parle d'éducation. À présent, les inscriptions et réinscriptions à l'université d'Abomey-Calavi se feront désormais exclusivement en ligne. C'est une décision des autorités rectorales qui prend effet à compter de cette année académique 2024-2025. Les nouveaux bacheliers et anciens étudiants pourront s'inscrire via la plateforme officielle de l'université. À travers un communiqué en date du 4 octobre 2024, le recteur de l'UAC, professeur Félicien Avlessi, a précisé que ce système d'inscription en ligne permet aux étudiants de gérer de manière autonome tout le processus d'inscription dans la flexibilité avec une facilité d'accès. Quelques étudiants livrent ici leurs impressions. De ma part, pour ce qui concerne les avantages, c'est une bonne initiative parce que ça réduit le stress des étudiants. Ça nous permet de ne pas faire de longs rangs, de rester chez nous et puis de faire les inscriptions en toute sérénité. La technologie évolue et il faudrait s'y adapter. Donc je crois que c'est une belle initiative qui pourra aider chacun. Depuis chez lui, il pourra faire une inscription, c'est à féliciter. Avant, d'après les informations, on doit venir tôt, au moins 6 heures, 5 heures avant de trouver de place pour pouvoir faire les inscriptions. Sinon, tu dois rester en rang pendant des heures. Donc, c'est une bonne initiative. C'est vraiment une très bonne chose. C'est en train de mettre fin aux séries de longues attentes. Là où on fait les inscriptions, on reste là pendant longtemps, mais pas de satisfaction. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir parce que avant, on faisait des rangs et il y avait des difficultés. Mais aujourd'hui, maintenant, on fait ça en ligne. Même si tu es chez toi, tu peux faire ça. Concernant cette initiative d'inscription en ligne, moi, j'ai apprécié. Tu sais, le monde actuel, c'est rien que de l'informatique. Les inscriptions à l'université d'Abomey-Calavi, telles que mentionnées dans le communiqué, démarrent le 14 octobre 2024. 48 heures après cette date, la plateforme n'est toujours pas fonctionnelle. Le site officiel de l'UAC connaît quelques perturbations et les étudiants ont du mal à s'inscrire. Suivez ici leurs inquiétudes.
Qui est par rapport au fait qu'avec la nouvelle technologie, nous fassions les inscriptions et qu'en retour, on nous dise que l'inscription n'a pas été faite de notre part. Et concernant aussi les validations de bourse, nous qui sommes en première année par exemple et qui n'avions pas encore fait le processus auparavant, nous ne savions pas comment se fera les validations parce que nous avions appris que pour certaines facultés, il n'y aura pas de validation, pour certaines que les validations se feront en ligne, tout ça. Jusqu'à là, le site n'est pas encore ouvert, donc nous sommes encore dans les nuages par rapport à ce qui concerne les inscriptions. Donc nous nous disons, est-ce que nous avons le bon lien? Donc il faudrait que l'administration de l'UAS nous fasse un bon retour par rapport au vrai lien. Moi, je n'ai aucune crainte concernant cela. Je ne trouve pas qu'il y ait de raison. La technologie au Bénin n'est pas autant évoluée. Donc je crois que c'est une nouvelle initiative et il faut leur laisser le temps de pouvoir bien mettre cela en place pour qu'après il n'y ait pas d'erreur. Actuellement, le site n'est pas disponible. Mon inquiétude est que, est-ce qu'on ne va pas suivre les cours et après ils vont dire qu'on n'est plus retenu et ça fait encore l'année prochaine. Là. Ça serait un peu difficile. Je demande juste à ceux qui prennent des initiatives pour que le site marche à temps, pour réduire nos inquiétudes, pour qu'on puisse se concentrer sur notre objectif. Selon les informations apportées par notre correspondant sur place à Cotonou, des réglages sont en train d'être effectués pour rendre accessible la plateforme de l'université d'Abomey-Calavi. 60 tables et bancs au profit des écoles primaires publiques d'Okparou, d'Amabou et Yakpokparou. C'est un don de l'honorable Viviane Tama Salifou, un geste qui constitue une réponse aux difficultés auxquelles sont confrontées la plupart des écoles en ce début de la rentrée scolaire 2024-2025. Difficultés liées à l'insuffisance de mobilier, une situation qui ne facilite pas la tâche au personnel enseignant et ne permet pas aux apprenants d'étudier dans de bonnes conditions. Pour l'élu parlementaire du parti Les Démocrates, cette action vise à apporter une bouffée d'oxygène aux acteurs de l'école et elle fait également suite à leurs sollicitations face aux parents, aux écoliers et aux membres des administrations de ces écoles lors de la cérémonie de remise ce mercredi 16 octobre. L'honorable Viviane Tama Salifou a justifié son geste. Chers parents d'élèves, il n'est un secret pour personne que l'école béninoise souffre cruellement d'un problème d'infrastructure mobilière et immobilière. Et les directeurs de plusieurs écoles de Parakou et environ m'ont fait part des difficiles conditions de travail de nos apprenants dans les salles de classe, notamment l'insuffisance de tables-bancs pour mieux gérer le flux d'effectifs et permettre aux apprenants de travailler dans de bonnes conditions. En attendant que le pouvoir central trouve une solution, le parti Les Démocrates, à travers ma personne, a décidé de vous venir en aide en apportant ma modeste contribution pour qui, je le sais bien, ne peut tout régler. Je ne peux rester insensible au cri de cœur des directeurs dont je loue ici l'engagement patriotique dans la mission d'éducatrice et de bâtisseur de l'avenir. Chers apprenants, vous êtes la relève de qualité. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, a dit Victor Hugo. C'est pourquoi, en tant qu'élu du peuple, mère de famille et enseignante, j'ai l'insigne devoir de vous apporter mon soutien. Un geste très apprécié des bénéficiaires qui ont exprimé leur reconnaissance à cette parlementaire. Ils ont promis à leurs donateurs de faire un bon usage du joyau gracieusement mis à leur disposition. Écoutons la porte-parole des écoliers suivi des propos de Flore Dafia Nyanki Boukari, directrice de l'EPP d'Okparou Est. Honorable député, vous êtes notre mère. Nous sommes contents et vous remercions pour votre geste si désintéressé. Nous promettons de faire bon usage et de bien travailler. Merci maman. L'honorable député Viviane Tama, épouse Salifou, a répondu à l'un de nos cris de cœur, en l'occurrence celui du manque de tables et bancs. Elle vient de nous donner 20 tables bancs pour améliorer les conditions de travail de nos écoliers. Au nom des parents d'élèves ici présents, au nom des élèves, de mes collaborateurs et en mon nom propre, nous tenons à lui dire infiniment merci et promettons d'en faire bon usage.
Autre information dans ce 13h, renforcer les capacités des élus locaux, des leaders religieux, des forces de l'ordre, des femmes et jeunes sur les techniques de règlement des conflits. C'est l'objectif d'un atelier organisé par le projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale, à la prévention de l'extrémisme violent, à la lutte contre les conflits liés à la transhumance. Cette séance est conçue pour maximiser l'impact de la formation et promouvoir une gestion plus efficace des conflits au niveau local. L'atelier a eu lieu dans la salle des fêtes de la mairie de Parakou ce mercredi 16 octobre et a réuni les acteurs des villages et quartiers de Parakou. Sakina Toubelo est la coordonnatrice nationale du projet PACOZO. Elle revient dans cet extrait sur l'objectif global de cette séance et ses attentes. Il s'agit en fait pour nous, dans le cadre de ce projet, de mettre en place au niveau de chaque commune cible du projet un mécanisme de dialogue communautaire et de règlement des conflits à la base. Ceci pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. Vous savez que quand les conflits surviennent, ce n'est pas parce que le juge a rendu une décision que la paix se retrouve au sein des communautés. Parfois même, ça renforce le malaise et ça divise des familles entières. C'est pour ça, dans le cadre de la cohésion sociale, on a estimé qu'il faut amener les communautés à renforcer le dialogue, à beaucoup se parler entre comment arriver à le faire et pourquoi on doit le faire. Donc c'est pour ça que tous les villages et quartiers de Parakou sont représentés ici pour qu'on puisse effectivement échanger avec eux pour voir qu'est-ce qui se fait dans leur quartier ou village, comment ça se fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et avec les experts que nous avons avec nous, échanger avec eux pour en trouver ensemble les bonnes pratiques en matière de dialogue communautaire, de règlement des conflits et surtout la prise en compte des jeunes et des femmes. De façon concrète, qu'est-ce qu'on attend? C'est que ces acteurs soient mieux outillés pour d'abord savoir régler les conflits sans créer des frustrations. L'importance du dialogue comme outil dans la résolution des conflits, c'est aussi l'autre objectif mis en lumière au cours de cette séance. Cet atelier est pertinent dans un contexte où les tensions entre éleveurs et agriculteurs s'intensifient, explique Louis Tokpanou, représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et Abdourazak Maman, représentant le maire de Parakou. En poursuivant son but de renforcement de la cohésion sociale, de la prévention de l'extrémisme violent et de lutte contre les conflits liés à la transhumance, le gouvernement de la République du Bénin et le programme des Nations Unies pour le développement mettent en œuvre depuis un bon moment à travers les communes prises en compte ce projet abondamment cité par mes prédécesseurs. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, pour ne pas être dans la sous-région, il y a une menace qui sévit partout. Et cette menace n'est rien d'autre que l'extrémisme violent, le terrorisme. Si, tel que ce phénomène se propage, surtout vers le nord Bénin, si les dispositions ne sont pas prises, cela risque d'engrainer toutes les villes du Bénin, plus précisément nos grandes villes, dont Parakou. Ces mécanismes locaux en matière de dialogue communautaire et de règlement des conflits ont été mis en place, ceci pour le renforcement des compétences de 3000 membres en technique de règlement de conflits. Cette séance est d'une importance capitale. Selon les participants, ces derniers promettent sensibiliser la population à la base sur les techniques de règlement des conflits. On écoute Bachirou Ibouraïma et Lydie Todjinou, tous deux participants. Cet atelier est la bienvenue. Pour commencer, nous, en tant qu'élus locaux, c'est le quotidien que nous vivons. La cohésion sociale, c'est nos souhaits. Et nous travaillons arrache-pied pour que ça soit réalité dans nos quartiers. L'atelier vient encore une fois de nous renforcer. C'est un atelier de donner et de recevoir. Nous avons dit nos points de vue par rapport à l'atelier et nous avons aussi beaucoup appris au cours des échanges avec les formateurs. Nous nous engageons à relayer d'abord l'information et d'être juste par rapport aux prises de décision. Si on quitte ici, c'est d'aller au moins sensibiliser la population de
par exemple, moi je viens de Soinro, c'est pour aller sensibiliser la population de Soinro par rapport au conflit, à tout ce qu'on a eu à apprendre ici. Quand il y a 2 conflits dans une communauté, comment se tenir par rapport, comment il faut parler pour que les problèmes qui sont là ne se répètent plus. Une information va à travers une note. Le directeur général de la police républicaine, le général Soumaïla Labiyaya, interdit strictement aux agents de la police de s'exhiber sur les réseaux sociaux tels que WhatsApp, TikTok, Facebook ou Instagram, que ce soit en uniforme ou en civil. En effet, il a été constaté que des agents parfois en uniforme usent des réseaux sociaux comme tribune ou s'étalent des comportements qui trahissent les devoirs de réserve et de confidentialité. Il est exigé des responsables hiérarchiques de toutes les unités policières d'adopter des mesures adéquates pour prévenir et éradiquer ces pratiques nuisibles à la réputation de l'institution. Ce rappel à l'ordre ne fait pas que sanctionner des comportements inadéquats, il réaffirme les fondements moraux qui sous-tendent l'honneur et la dignité de cette institution vitale à l'édifice sécuritaire de la nation. Les agents qui persisteraient dans cette voie de l'indiscipline seront exposés à des sanctions disciplinaires et pourraient, en cas de récidive ou d'infraction pénale, être traduits en justice. Nous marquons une courte pause avant la suite de cette édition. Chaque année, le monde se mobilise encore une fois ce 17 octobre pour la Journée mondiale du refus de la misère. Un événement décrété depuis 1987 par le père Joseph Wojcicki et qui vise à sensibiliser à la pauvreté et aux inégalités. Selon le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, plus d'1 milliard de personnes à travers le globe, dont une moitié d'enfants, souffrent d'extrême pauvreté. L'indice de pauvreté pour 2024 donne d'ailleurs une image inquiétante. 1,1 milliard de personnes endurent une pauvreté multidimensionnelle avec 455 millions vivant dans des zones de conflit. À l'occasion de cette journée, Fraternité FM a tendu son micro à une femme vivant dans la misère. Vous l'entendrez dans notre édition de 19h. La communauté mondiale a célébré la journée de l'alimentation ce mercredi 16 octobre. Et cette journée vise à renforcer la sensibilisation et promouvoir l'action en faveur des personnes souffrant de la faim dans le monde. Justement, parlant de la faim, la situation n'est pas reluisante au Bénin, selon Abdou Razak Baboussoum, le chargé de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Borgou, précise qu'il existe encore des situations de famine dans le pays, mais il rassure que le gouvernement fait des efforts pour corriger le tir. On l'écoute. Je dirais que la situation de la faim dans le monde en général et au Bénin en particulier n'est pas du tout réalisante parce que faut reconnaître que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vu les crises, les conflits, les guerres un peu partout, l'insécurité, font qu'il y a des déplacements un peu partout. Donc ça crée forcément des situations de faim qui ne sont pas du goût des dirigeants. Donc je pense que à la date d'aujourd'hui au Bénin, il y a encore des situations de faim qui sont là, mais le gouvernement fait des efforts chaque année avec l'appui des partenaires d'apporter des améliorations, d'accompagner les populations pour quand même relever les défis à ce niveau. La situation dans le Borgou, elle n'est pas des meilleures et elle n'est non plus des mauvaises. C'est vrai que il y a encore des familles qui sont en situation de famine. Donc du coup, il y a heureusement des partenaires, des structures aujourd'hui qui interviennent, des projets, programmes qui travaillent dans ce sens, qui apportent des soutiens, que ce soit logistique et structurel pour relever ce défi. Les situations de famine se justifient par plusieurs raisons, selon le chargé de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à la DDAEP Borgou. Les changements climatiques, les conflits, les poches d'insécurité sont entre autres raisons qui justifient l'insuffisance alimentaire, selon ce dernier. On écoute Abdou Razak Baboussoum.
C'est vrai, nous sommes un pays qui a une agriculture en plein essor. Donc, c'est lié au fait des poches d'insécurité que nous rencontrons dans certaines localités. C'est ça qui amène ces poches d'insuffisance alimentaire que nous rencontrons par endroits. Et c'est aussi lié à des moments donnés par le fait des changements climatiques qui font que les rendements ne sont pas au rendez-vous. Donc, du coup, il y a des poches de famine qu'on observe à des moments donnés par endroits. C'est vrai que ce n'est pas sur le plan national, mais il y a certaines localités qui sont aujourd'hui des zones d'insécurité où la production est vraiment ralentie par un certain nombre de fléaux. Non, ce n'est pas que la répartition des vivres ne se fait pas bien, mais c'est dû au fait, au changement climatique, au conflit entre producteurs, agriculteurs par endroit et à l'insécurité qu'on rencontre dans certaines zones qui font que les producteurs n'ont plus accès à leurs zones cultivables à cause de l'insécurité grandissante de ces localités. Le journal des sports, Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Daryl Medegan-Fagla. Ligue Pro, plusieurs cadors sont tombés au cours de la 3e journée. Oui, la 3e journée du championnat béninois a été assez compliquée pour les favoris déjà dans la poule A. On notera que les Buffles du Borgou n'y arrivent toujours pas. Première défaite de la saison pour le club FA de la cité des Kobourou, battu à Kandipa Takouné de la localité, 2-1. Les Buffles qui ne totalisent que 2 petits points après 3 journées de championnat, un seul but marqué au cours de ces 3 journées. Eh bien, les Buffles sont en 16e au classement dans la zone rouge, donc, de cette Ligue Pro. Autre cadeau, si on peut le dire ainsi, tombé au cours de cette 3e journée, c'est bien sûr Damissa, battu à domicile par Dynamo de Parakou, 1-2 dans la poule B également. La surprise est venue de Ouida, où Coton a été battu sur ses propres installations, 1-2 par Sobema. Le triple champion du Bénin en titre connaît un début de saison très difficile avec 3 points pris après 3 journées de championnat et surtout une inquiétante place de 12e au classement, une poule B dominée par Sobema. À noter également la défaite de ASPAC, l'association sportive du port autonome de Cotonou, battue par l'Union sportive de Semek-Raké, 1-0 pour le reste. La JSP a dominé la JAC 1-0 tandis que Asvo et Dragon ont fait match nul, 2 partout. Cristiano Ronaldo, joueur le mieux payé au monde. Comme chaque année, le magazine économique américain Forbes a établi son classement des joueurs les mieux rémunérés de la planète en 2024, basé sur les estimations des salaires, les bonus et droits d'image et les revenus générés par les contrats de sponsoring et d'autres activités commerciales avant impôts et frais d'agent. Grâce, entre autres, à son juteux bail en Arabie Saoudite, l'attaquant d'Al Nassr Cristiano Ronaldo reste en tête avec un revenu de 663 millions d'euros environ, très loin devant son éternel rival Cristiano Ronaldo, du moins ce Lionel Messi de l'Inter Miami qui n'a que 124 millions de revenus, un pas un, et Neymar complète le podium avec 101 millions d'euros. 2 Français complètent le top 5, Karim Benzema de Al Ittihad, 96 millions d'euros, et Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, désormais au Real Madrid, 83 millions d'euros. Dans cette liste, on retrouve 2 Africains, Mohamed Salah, l'Égyptien de Liverpool, a un revenu de 49 millions d'euros, et Sadio Mané, 9e au classement, avec 48 millions d'euros par an. Merci Jacques Degbé pour ces informations sportives. Ce journal se poursuit avec les informations hors de nos frontières. Manzourat Djibril, bonjour. Bonjour Dari. Nigeria, funérailles de masse pour les victimes du camion-citerne. Ce mercredi, les responsables du gouvernement local ont participé à une cérémonie funéraire de masse dans le nord du Nigeria pour rendre hommage aux victimes de l'explosion tragique d'un camion-citerne. Cet accident survenu à Madjia a coûté la vie à plus de 140 personnes. Cette dernière était venue ramasser le carburant du fait de la flambée du prix de l'essence dans le pays, ce qui a déclenché un incendie énorme et tragique. Les autorités ont également visité les blessés soignés dans un hôpital local.
Au Mali, le colonel Goïta promu au rang de général. Le colonel Assimi Goïta a été promu ce mercredi général d'armée, devenant ainsi le détenteur de la plus haute distinction militaire du pays. Une distinction réservée à 2 anciens chefs d'État dans l'histoire malienne. 5 autres colonels influents de la junte ont été également promus à titre exceptionnel au rang de généraux 4 étoiles. Merci Manzourat Djibril pour ces informations sur le continent africain. Mesdames et messieurs, nous allons suivre maintenant la revue de presse nationale. Et puis Fan Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Le Niger tient son nouvel ambassadeur au Bénin. Il a nom Kakade Bachirou et sa nomination a été approuvée par le gouvernement béninois à travers une réponse favorable donnée à la demande d'agrément introduite par voie diplomatique par Niamey. L'investigateur Le Matinal, Fraternité FM.BJ Éveil Info, Le Potentiel, Fraternité et bien d'autres publications en parlent et précisent que la nomination a été faite à la junte nigérienne le mercredi 16 octobre 2024. Selon Le Matinal, le nouveau patron de la diplomatie nigérienne à Cotonou peut donc rejoindre son poste où il va dans les prochains jours présenter les copies figurées de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et les lettres de créance proprement dites au chef de l'État béninois. Ce acte du Bénin dénote de la volonté des gouvernants à pacifier complètement les relations devenues tendues entre les deux pays depuis des mois en raison du coup d'État perpétré au Niger et qui a consacré le général Abdourahmane Tiani, chef de l'État, rappelle Le Matinal. Grâce à la médiation des anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Boni Yaé, le Niger a revu sa position vis-à-vis du Bénin et a donné un avis favorable à la nomination de l'ex-député Gildas Agonkan comme ambassadeur du Bénin au Niger, et ce dernier a d'ailleurs déjà rejoint son poste après avoir présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre nigérien des Affaires étrangères, conclut plusieurs publications. Intéressons-nous à présent aux décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 16 octobre 2024. Et après avoir suspendu le stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou le 30 août 2023, la Confédération africaine de football CAF a fait des recommandations en vue d'adapter l'infrastructure aux normes internationales, dont notamment la qualité du gazon naturel sur le terrain qui nécessite une attention et le terrain d'entraînement avec ses commodités. Le Matinal, Éveil Info l'informateur, Décryptage Info la Nation, la fiche du jour Fraternité et bien d'autres publications en parle et précise que depuis lors, le gouvernement a marqué sa volonté de prendre en compte les griefs de l'instance dirigeante de Quiron sur le continent et a commandité une expertise afin d'inventorier la situation globale pour déterminer les travaux à entreprendre. Et à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2024, l'exécutif béninois a donc autorisé la contractualisation avec une entreprise qualifiée en vue des travaux contribuant à la mise aux normes du stade, fait savoir l'autre quotidien. Le même journal précise que cette annonce du Conseil des ministres a trait à la réhabilitation de la pelouse du terrain principal et la construction du terrain d'entraînement du mythique stade de Cotonou. Selon Éveil Info, les 10 travaux prennent en compte la dépose de la totalité de la pelouse du terrain principal et la reprise en gazon naturel avec une demi-lune, la réalisation d'un terrain d'entraînement en gazon synthétique, la réalisation de travaux de clôture du terrain annexe, l'entretien des 2 terrains de football avec la fourniture d'une flotte complète d'équipements entrant dans ce cadre, conclut la publication. L'autre décision prise en Conseil des ministres et abondamment relayée par les publications ce matin, ce sont les propriétaires affectés par le projet asphaltage ou la libération de l'espace public à Fédrosé exigé qui auront bientôt gain de cause. À ce titre, le Conseil des ministres a adopté des mesures d'accompagnement au profit des personnes concernées par la libération de l'emprise de la rue 12589 de Fédrosé à Cotonou. Et plus loin, le lundi 14 octobre 2024, le colonel Dieudonné Tevo Edjere, commandant de la garde républicaine, a été auditionné à nouveau par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET dans le cadre de l'instruction de l'affaire de tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon. Cette nouvelle audition, selon Le Matinal, intervient 2 semaines après celle du 1er octobre 2024 où le colonel Tevo Edjere avait été entendu en tant que témoin. Et dans les dernières secondes, l'investigateur nous informe qu'un cuisinier béninois accusé
d'avoir volé $1 million à son employeur libanais au Nigeria, a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET ce mardi. Et lors de l'audience, l'employeur libanais était représenté par un avocat nigérien et selon les explications fournies par ce dernier, le cuisinier aurait pénétré dans la chambre de son patron pour dérober $1 million dans un coffre-fort. L'avocat a également affirmé selon la publication que l'accusé prétendait avoir utilisé la magie pour accéder à la chambre et ouvrir le coffre. Après le vol présumé, l'employeur aurait tenté de négocier avec le cuisinier pour récupérer une partie de l'argent, mais celui-ci avait disparu depuis 2021, année où les faits se sont déroulés. Le cuisinier a finalement été appréhendé à Comé dans le département du Mono. Plusieurs années après les faits et suite à sa première comparution devant la CRIET, il a été placé en détention provisoire. Lors du procès de ce mardi, il a plaidé non coupable des accusations de vol de numéraires et de blanchiment de capitaux et d'après sa version des faits, c'est l'ami et cofondateur de la société de son employeur qui aurait volé l'argent. Ce dernier lui aurait remis $25 000 et l'aurait menacé de mort s'il révélait la vérité, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. C'est aussi la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Merci infiniment de votre fidélité. C'était le journal sur Fraternité FM. Réunis sur une seule radio. Sur une seule radio. Sur une seule radio. Sur une seule radio.